En effet, qu'en est-il des mesures d'hygiène qui sont imposées par le gouvernement concernant toutes ces règles de cache-route, ce que j'ai appelé tout à l'heure la législation européenne? L'un des plus illustres décisionnaires de notre génération, de notre siècle, Rabbi Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livracha, qui était vraiment un des grands de la génération et certainement le plus grand aux États-Unis de son temps. Le plus grand, en tout cas, décisionnaire. Il considérait que, dans son fameux Igrot Moshe, que nous avons ici juste à côté de vous là, il considère que les mesures d'hygiène et les contrôles en laboratoire qui sont imposés par le ministère de la Santé sont suffisants pour garantir que du lait impur n'y a pas été adjoint. Qu'est-ce que dit le Rav Moshe Feinstein dans sa fameuse tchouva? Il dit que si nous, Rabbanim, nous nous sommes enquis de la problématique de cache-route au point d'aller auprès du ministère de la Santé et que ce dernier nous donne la preuve que les règles du ministère de la Santé sont d'une rigueur absolue, interdisant de manière formelle le mélange de lait, et notamment de lait de source dite par nous pure ou impure, mais pour eux, ce n'est pas une affaire de pur et d'impur, c'est une affaire de mélange de lait d'origine, c'est-à-dire, oui, du lait de vache avec du lait de truie ou je ne sais quoi. Si la législation l'impose, alors ces contrôles sont en réalité, à la base, ont été, nous dit le Rav Moshe Feinstein, exigés pour éviter les empoisonnements alimentaires. Parce que les docteurs, les vétérinaires, ont démontré et ont prouvé que les mélanges de lait, c'est mieux que Dieu comme quoi, il est souvent de notre côté, Baruch Hashem. Il a veillé à ce que, lorsqu'il y a des mélanges, ça produit certaines maladies, et certains empoisonnements, et même certains empoisonnements du sang. Comme ils se sont rendus compte de cela, donc, c'est pas pour nous faire plaisir et pas pour être rigoureux pour le lait kasher qu'ils ont fait ça. C'est uniquement pour que, même s'il n'arrivait qu'un seul cas sur 1 million, que, vous savez, avec 250 ou 300 millions d'Américains, s'il y avait un seul cas sur 1 million, ce serait déjà 250 000 ou 300 000 morts potentielles de trop. Ils ne pouvaient pas s'autoriser une légèreté pareille. Mina Shamaim, 2 jours où des spécialistes ont démontré cela, le Rav Moshe Feinstein a dit « Ok, alors je signe ». Et c'est ainsi que si de telles règles sont exigées pour éviter les empoisonnements alimentaires et ainsi vérifier la composition exacte de chaque aliment, si toute la législation indique cela, donc la surveillance gouvernementale des experts médicaux est d'autant plus rigoureuse pour les aliments lactés, dont on sait que les aliments lactés font toujours l'objet de contrôles beaucoup plus poussés. Vous savez que par exemple, vous avez pour tous les aliments de consommation dans le domaine de l'agroalimentaire, vous avez 2 types de dates. Celles qui sont imposées par la loi et celles qui, a posteriori, sont autorisées en cas de nécessité. Ce sont toujours des, qu'on appelle ça, des autorisations internes. La loi, quand vous avez par exemple, date limite de vente ou d'utilisation, c'est pas la même chose que date limite de consommation. Vous n'avez jamais remarqué, dans certains produits, vous avez 2 dates. Pas tous les produits font ça. Il y a une qui est pour le consommateur, pour qu'en fait, il ne soit pas poussé à acheter. Et donc, le commerçant n'a plus le droit de vendre après cette date limite-là. Pour autant, il a le droit de l'offrir jusqu'à une autre date, parce qu'on sait, par contrôle et on sait que, par exemple, on peut le donner au Restaurant du Cœur. Alors, c'est pas que ceux qui sont nécessiteux, et on peut leur donner n'importe quoi. Pas du tout. Parce qu'il n'y a aucun danger. Alors pourquoi ils ont pris une mesure supplémentaire? Justement, pour pas qu'il y ait de resquilles, pour bien différencier entre le lait qui est vendu et le lait qui est offert. Le lait qui est offert, si quelqu'un veut être généreux et veut offrir du lait dans la date qui est la plus lointaine possible, il est matov, tant mieux. Mais comme les gars qui sont là d'abord pour gagner de l'argent et qui ne sont pas aussi généreux que cela, alors pour les inciter à être quand même généreux, on leur a
donner l'autorisation. Voilà. La deuxième date, vous pourrez effectivement vous montrer généreux et faire style, vous êtes généreux, faire de la publicité pour votre marque en offrant au Resto du Cœur ou à autre chose jusqu'à telle date. Attention, pour la vente, interdiction. Vous avez compris l'idée? Donc quand vous avez des législations, et c'est le cas pour la législation européenne, et m'a-t-on dit également pour la législation américaine, on sait que pour les lactés, par exemple, par exemple, vous prenez ce qu'on appelle les yaourts, d'accord? Que ce soit avec Ashgaha ou sans Ashgaha. Et malheureusement, comment on appelle ça, l'expérience a démontré que les yaourts sans Ashgaha, lorsqu'ils vous donnent une date limite, vous pouvez les consommer même un mois après. Mais les yaourts avec Ashgaha, quand ils vous donnent la date, surtout ne dépassez pas. Pardonnez-moi de dévoiler un secret, mais c'est pas un secret pour les consommateurs intelligents qui s'en sont rendus compte depuis fort longtemps. Mais les idiots qui voient pas plus loin que le bout de leur nez de la propagande, ils ne le savent pas. Alors ça, c'est vrai ce que je vous dis, malheureusement. Alors la connaissance parfaite des divers ingrédients qui entrent dans la composition d'un aliment lacté offre au regard de la loi juive la même garantie que la surveillance d'un juif pendant la traite. C'est ce que dit rien de moins que le Rabbi Moshe Feinstein. Ah, c'est pas un libéral, Rabbi Moshe Feinstein. C'est pas un Fry. Non, c'est lui qui a dit ça. Et donc, Rabbi Moshe Feinstein cite de nombreuses sources talmudiques prouvant que cette connaissance a la force et le statut d'un témoignage. Ainsi, comme vous le savez peut-être, et c'est ce que précise ici le Rav Yosef Loria, si deux témoins ont vu un homme et une femme s'enfermer dans une chambre, cette connaissance, le fait qu'ils se sont enfermés tous les deux, fait de ces deux personnes un couple qui est supposé marié. Même si on les connaît ni d'Adam ni d'Ève, s'ils vont ensemble dans une chambre d'hôtel, on suppose qu'ils sont mariés. On ne va pas les suspecter d'être des amants. Non, s'ils vont ensemble dans une chambre d'hôtel, c'est qu'ils sont mariés. Et ceci bien que les témoins ne les aient pas vus s'unir. Quand un homme et une femme vont dans une chambre d'hôtel, est-ce que vous les avez vus avoir des rapports intimes? Pas du tout. Mais vous supposez qu'ils sont mariés femmes. Inversement, si chacune de ces deux personnes est mariée, c'est-à-dire qu'on a la connaissance du fait que tous les deux sont mariés. Chacun est marié de son côté, mais ils sont vus dans une chambre avec quelqu'un d'autre qui n'est pas, pour lui, son épouse, et pour elle, son mari. Alors là, il suffit de les voir entrer dans la chambre, même si on n'est pas témoin de ce qu'ils ont fait, ça suffit à les rendre coupables d'adultère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de s'enfermer. Elle est ouverte. Non, parce qu'elle est fermée. Qu'est-ce qu'un homme marié va faire avec une femme mariée dans une chambre d'hôtel fermée? Mais vous plaisantez? Comment? Il prend des cours, oui, très particuliers. Oui. C'est interdit. C'est ce qu'on appelle le sourd de Yichud. C'est interdit. Et donc, dans ce cas-là, on considérera qu'ils sont coupables. Et s'il y a des gens qui ont dit, oui, on les a vus s'isoler dans la chambre, s'enfermer, et ils sont ressortis que 3 heures après, on les a pas vus. Peu importe, pas besoin de les voir. Ils sont restés 3 heures ensemble. Ils se sont pas contentés de se regarder dans, n'est-ce pas, comme des chiens de faïence ou de prendre une douche. Non. A priori, alors que les deux sont mariés, ils s'isolent dans une chambre, c'est qu'ils sont venus pour fauter. Et on n'a pas besoin de les voir. Eh bien, d'après la halakha, c'est pas une halakha d'aujourd'hui, je précise. Aujourd'hui, elle n'est plus applicable, cette halakha. Mais à l'époque talmudique où la loi talmudique était encore applicable, un tel couple était passible d'adultère et passible de mort. En tout cas, après avoir été averti par 2 fois. Sentence qui était exécutable en présence du grand tribunal, le fameux Sanhedrin de l'époque, le Bedin Agadol, qui n'existe plus aujourd'hui, en tout cas depuis la destruction du temple. Ainsi, nous voyons ici que la seule connaissance de l'acte profère le même statut que la vision de cet acte, même si on n'a absolument pas vu. De surcroît, toute personne qui transgresserait, on revient au lait maintenant, toute personne qui transgresserait
ces mesures d'hygiène se verraient imposer de lourdes sanctions par le gouvernement, allant d'une simple amende à la fermeture pure et simple de son usine. Or, toutes ces mesures ces sanctions qui risquent d'être portées contre les producteurs, eh bien, ainsi, nous permet d'affirmer en tant que poskim, en tant que décisionnaire, que les producteurs non juifs n'auraient donc aucun intérêt à y additionner du lait d'animal impur. Pourquoi voulez-vous qu'ils additionnent un animal impur, que ça risque de provoquer des scandales, des maladies, et en plus de ça, de se faire virer purement et simplement de l'agroalimentaire et de se voir fermer l'usine? Il est fou, le gars, de prendre autant de risques. Donc, quand une législation est simplement sans ambiguïté et sans appel, et que le gars risque de perdre sa parnassa, pour nous, toutes ces mesures-là, ça vaut l'équivalent d'un juif qui a contrôlé. Vous avez compris tout ce raisonnement? C'est ça qu'on appelle de la pédagogie pour expliquer la halakha. Celui qui voudrait se montrer indulgent et donc consommer du lait qui est même trait par un non-juif aura donc des raisons d'agir de la sorte. Vous voyez, à nouveau. D'un côté, on dit celui qui veut de mahmir, ben, qu'il le soit, vakasha. Mais de l'autre côté, celui qui le fait, vakasha aussi, aucun problème. Il conclut toutefois, ce fameux Rav Moshe Feinstein dans sa tchouva, qu'il convient à toute personne qui craint l'Éternel de se montrer rigoureux et d'éviter une telle coula. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Officiellement, il dit ça parce que pour maintenir sa crainte de Dieu. Mais je vous dis qu'est-ce que l'un de mes maîtres m'a dit. C'est parce qu'en fin de compte, bien plus qu'il craint Dieu, il craint toute la chose qui sera faite par les orthodoxes qui vont lui taper dessus. En disant, ah, celui-là, c'est pas un vrai froum. Et ils vont dire du mal de sa personne. Ils vont le faire passer pour un non-religieux. Et c'est tellement grave d'être étiqueté de la sorte. Hein, il y a des gens qui étiquettent les juifs exactement comme ils étiquettent le fromage ou la viande cachère. Alors, à cause de cela, il vaut mieux éviter le maltain, le regard du Aïnala de ces gens-là. Et pour toutes ces raisons, qu'elles soient des raisons profondément sincères, religieuses et d'éthique et de crainte de Dieu, ou des raisons politiques, idéologiques, de ne pas être court-circuité par ceux qui donnent des blancs-seings de cache-route aux gens, ou le contraire, alors, pour toutes ces raisons-là, celui qui peut, il vaut mieux qu'il prenne du lait cachère, de prendre à moins qu'évidemment on se trouve dans une région où il soit très très difficile de se procurer du lait surveillé. En d'autres termes, c'est notamment le cas quand on est en lieu de vacances. Parfois, les gens qui sont très scrupuleux de tout ce qui est fromage cachère, et encore plus le fromage cachère d'ailleurs que le lait, parce que là c'est compliqué pour le fromage. On verra ça par la suite plus tard. Mais pour le lait, on a vu qu'il n'y a aucun problème. On peut être sommaire sur le héter si on est vraiment dans un cas où on n'a pas trop le choix. Vous vous retrouvez dans un secteur à la montagne, où c'est difficile. Alors, il faudra vérifier qu'évidemment, dans ce secteur-là, hein, il n'y ait pas du lait artisanal. Ça, oui. Mais si c'est du lait dans un supermarché, quoi, que vous retrouvez et qui correspond à celui qui est permis en supermarché à Paris, dans la liste du Bédine de Paris, vous pouvez le consommer sans aucun problème et sans la moindre crainte de manger non cachère, d'accord? Mais voilà, c'est le clin d'œil. Mais si vous avez quelqu'un qui vous regarde et qui vous surveille, alors ça, c'est rien que pour ne pas être pris en flagrant délit, n'est-ce pas, de suspicion illégitime, il vaut mieux être discret dans ces cas-là. De plus, comme on l'a dit, nombre de décisionnaires recommandent grandement de s'en abstenir du fait que cette loi est similaire à un décret de nos sages de l'époque du Talmud et qui subsiste bien que la raison du décret n'existe plus. Donc c'est cette idée. Aussi du fait que cet interdit a été promulgué par un tribunal en nombre important, ce qu'on appelle Bekamut ou Begadoud, eh bien, il faudra un tribunal en nombre supérieur pour l'abroger. Il est donc préférable de s'abstenir totalement du lait non surveillé encore à notre époque, même pour des petits-enfants, car la nourriture exerce une forte influence sur le développement spirituel de l'enfant. Encore une fois, la réponse, elle est très claire. Celui qui peut prendre du lait cachère
avec un Hersher, il est Matov Manaim. Celui qui ne le peut pas et qui a la possibilité d'avoir du lait qui est réputé kasher, même son Hersher, il a largement sur qui s'appuyer, que ce soit, comme on l'a expliqué, d'abord le Pri Hadash, ensuite le Rashbatz et enfin le Ramoshe Feinstein, pour ne citer que les plus grandes autorités incontestables. Ce qui nous amène à la fin du cours. Et donc la prochaine fois, on parlera de la particularité du lait en poudre. Ce sera pour la prochaine fois. Y a-t-il d'autres questions? Non, ça va, ça a été clair.